Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo, un géant de l'agroalimentaire français. Bonjour Thierry Blandinière. Bonjour Ali. Alors, vous êtes issu, et vous le restez sans doute, du monde de la coopérative. Qu'est-ce que ça change quand on est une entreprise, un géant mondial ? Alors, c'est un rapport direct avec les agriculteurs, parce que nous appartenons aux agriculteurs français. Ce sont nos actionnaires. Donc, notre mission, c'est de servir le revenu de l'agriculteur, de lui apporter des solutions pour améliorer son revenu, des solutions innovantes pour progresser sur une nouvelle agriculture plus durable, plus en phase avec les enjeux sociétaux, environnementaux. Donc ça, c'est notre mission. Donc nous sommes aussi entreprise à mission, puisque effectivement, nous avons une filiale Invivo Group, où là aussi, nous avons aligné notre ADN coopératif sur nos filiales en France et à l'international. Alors, l'entreprise à mission, c'est un statut assez nouveau qui veut dire qu'en gros, l'entreprise n'est pas là que pour faire des bénéfices. Non, on a un triple objectif, bien sûr économique, sociétal et environnemental. Et donc, tous les managers sont objectivés sur ces trois critères. Par exemple, leur intéressement, leur rémunération est indexée sur ces trois critères. Pas simplement le critère économique directement, mais des critères environnementaux et sociétaux. Alors donc, c'est un groupe Invivo qui est un petit peu sur un certain nombre de secteurs. Vous êtes dans l'agriculture, la distribution, le négoce international, le vin, évidemment, avec le rachat de l'entreprise Soufflet, dans le négoce de blé, de malterie, etc. Absolument. Mais c'est quoi le cœur ? Le cœur du métier, c'est les céréales. Ah oui. Nous sommes un acteur majeur européen des céréales, le premier acteur majeur européen, français. Et dans la compétition mondiale, exacerbée par les crises que vous connaissez aujourd'hui, il faut qu'on prenne toute notre place pour être le leader européen et pouvoir rivaliser avec les grands acteurs américains ou chinois. Et c'est notre ambition. Donc d'où le rachat du groupe Soufflet, qui nous a permis de doubler de taille. Et on espère demain continuer à grandir pour être cette référence de l'agriculture européenne. Donc on va voir un petit peu les chiffres importants de votre groupe, d'Invivo. C'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 13 000 salariés, 38 pays d'implantation et 90 sites industriels. Est-ce que c'est la bonne taille ou est-ce qu'il faut encore grossir ? À l'échelle française, on est un grand groupe, puisqu'on est le troisième acteur aujourd'hui en France dans l'agroalimentaire et l'agriculture, le premier européen dans l'agriculture. Mais à l'échelle mondiale, nous restons petits. Donc, voilà, parce que face aux Américains qui ont des tailles supérieures, largement supérieures, au-delà de 80 milliards de dollars, 100 milliards de dollars, les Chinois aussi, vous voyez, on reste quand même à l'échelle mondiale un acteur, on va dire une ETI, une ETI internationale. D'ailleurs, une entreprise intermédiaire, vous voyez. Et par contre, dans notre environnement, c'est-à-dire sur la filière blé, à l'échelle mondiale, nous sommes un acteur majeur. On est dans les trois premiers quand on regarde l'exportation des céréales. Et quand on regarde l'exportation des céréales sur l'Afrique, qui nous intéresse, on est très présent. Pour nos amis africains, on compte beaucoup. Une tonne sur deux de blé produite en France est exportée, et principalement vers les pays africains. Comment s'est passé les conséquences de la guerre en Ukraine pour vous, alors, dans vos relations avec les clients africains ? Ça a été d'abord une tension très forte, on peut l'imaginer, parce que nous sommes présents aussi en Russie et en Ukraine. Donc nous avons des salariés en Ukraine et en Russie. Donc vous voyez, on était en première ligne sur cette crise, cette guerre, c'est un nom, c'est une guerre. Et donc à partir de là, on a dû prendre certaines dispositions, fermer nos sites en Ukraine dans un premier temps, puis après les réouvrir pour relancer l'agriculture, en fait notre partie agricole en Ukraine. Nous avons mis en sommeil nos activités en Russie. Et du coup, nous nous sommes focalisés sur la ferme France, où on a augmenté notre potentiel de production et on a exporté beaucoup plus vers nos pays clients africains. Donc on a répondu aux attentes et aux inquiétudes, en tout cas à court terme, sur les demandes de nos clients africains. Mais on est d'accord, l'agriculture n'est pas dans le spectre des sanctions. Donc pourquoi avoir gelé vos activités en Russie ? Alors on a gelé parce qu'on continue à travailler, mais on va dire au niveau local, mais on a gelé la partie importation-exportation. Donc nous restons dans une production locale, c'est-à-dire nous achetons et nous vendons en Russie, dans une économie circulaire, mais on a gelé la partie exportation de la Russie. Donc vous avez eu moins de stock à fournir à vos clients africains ? On a compensé par la France, justement, et par l'Europe, où on a augmenté le potentiel de production sur l'exportation. Nous avions des stocks un peu d'avance en France, donc on en a profité pour livrer nos... Donc vous avez honoré tous vos contrats ? À 100%, oui. D'accord. À 100% honoré, y compris quand il y avait l'Ukraine qui faisait défaut, vous savez, sur le silo, sur le port d'Odessa, où c'était fermé, c'était compliqué. On a switché sur du blé français. Donc nos clients algériens, marocains
ont pu bénéficier de blé français à la place des blés ukrainiens qui étaient bloqués. D'accord. Donc, vous êtes un géant en Europe, mais pas au niveau mondial. Est-ce que vous avez l'objectif de devenir, ou est-ce que vous pensez que vous avez un périmètre suffisant pour maintenir une concurrence? Alors nous sommes internationaux parce que on est dans beaucoup de pays, on est présent au Brésil, on est présent un peu aux États-Unis, on est présent en Asie. Donc notre vocation, elle est vraiment internationale, mais sur, on va dire, des filières très spécialisées, c'est-à-dire le blé et l'orge. Ouais. Et donc nous sommes dans une logique aussi d'implantation de sites industriels pour la transformation, soit des meuneries, soit des malteries, dans les pays notamment africains. Donc croissance interne ou croissance avec rachat? Alors les deux, croissance interne et croissance avec rachat. On a créé une nouvelle usine, une malterie en Éthiopie, il n'y a pas longtemps. On a inauguré donc, pour transformer l'orge brassicole éthiopien. Donc, quelque part, sécuriser le revenu des agriculteurs éthiopiens par ce site de transformation qui a été inauguré en mai dernier. D'accord. Le choc énergétique, pour vous, ça veut dire quoi concrètement ? Le choc énergétique, c'est tout ce que vous avez entendu en France, c'est de l'inflation derrière, c'est l'inflation sur l'inflation. C'est aussi pour la France potentiellement une perte de compétitivité, puisque finalement l'impact énergétique est différent en fonction des zones du monde. Nous voyons des impacts différents. Par exemple, en Éthiopie, il y a peu d'impact, puisque l'électricité vient du fameux barrage sur le Nil. Donc on a vraiment un site green, complètement vert, et avec des coûts très compétitifs. Alors qu'en France, bon, tout le monde connaît le coût de l'électricité. Donc vous voyez, il y a un écart qui se crée. Et nous, on voit ça dans le monde. On voit ces écarts se créer. Et la crainte qu'on peut avoir, et c'est des messages qu'on passe pouvoir public français et européen, attention à ne pas nous décaler durablement par des écarts de coûts de production, notamment liés à l'énergie. Vous serez plus compétitif. Et on sera plus compétitif. Ça, c'est le vrai sujet actuel, l'actualité en France. Quand vous dites attention, on est dedans quand même. Les écarts, ils sont forts. Les écarts sont conséquents, ça va de 1 à 5. Donc, vous voyez les impacts sur le coût de production. Ça veut dire que, globalement, pas qu'en agriculture, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les industriels qui doivent investir, ils vont choisir d'autres pays que d'investir en France ou en Europe, vu les écarts de prix, si durablement, ils restent à ce niveau. Vous avez une réponse ou pas ? Ben ça, c'est la grande question. Je crois que voilà. Il y a des visites. Je crois que le président Macron a bien conscience de la situation et voilà, fait beaucoup de visites aujourd'hui internationales pour essayer de retrouver des équilibres et que durablement on ne se retrouve pas décalé de la compétition mondiale par rapport à des coûts trop élevés. On n'échappera pas à un soutien des pouvoirs publics ? Ça serait bien qu'il y ait un soutien, parce que tous les pays, y compris les États-Unis, soutiennent aujourd'hui leur économie. Nous, on a eu un soutien formidable avec la crise sanitaire. Un peu moins maintenant. Alors, on peut comprendre que les caisses sont vides, comme dit Bruno Le Maire, mais enfin, quelque part, c'est quand même un sujet de compétitivité, et même par rapport à l'Allemagne. Donc, c'est un vrai sujet, et il faut apporter des solutions aux entreprises françaises. Et là-dessus, il y a le changement climatique. Et là-dessus, le changement climatique... Comment vous adaptez ? Alors, nous, on pense que l'agriculture, c'est une solution. On fait partie de la solution pour lutter contre le changement climatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, l'agriculture... Les grandes cultures peuvent être un puits de carbone, en fait, si on est capable de régénérer nos sols. Donc, on est en train de pousser l'idée d'une nouvelle agriculture en France régénératrice, dite régénératrice, avec des rotations de cultures entre des céréales, entre des pois, etc., pour enrichir les sols. Et plus le sol est riche, plus on capte du carbone, et plus on contribue à rentrer dans une logique de neutralité carbone sur les filières alimentaires. Ça veut dire plus d'investissement pour vous ? Ça veut dire plus d'investissement dans l'agriculture de précision, pour soutenir nos agriculteurs, dans les rotations de culture, dans des contrats pluriannuels intelligents qui sécurisent le revenu de l'agriculteur. Donc c'est un nouveau modèle qu'il faut réinventer. Donc on est à la manœuvre. Nous avons en France notamment plus de 1000 fermes qui sont en test sur le sujet et qui délivrent des résultats pour rassurer les agriculteurs. Regardez, sur nos fermes pilotes, nous avons réussi, en lien avec nos grands clients, que ce soit des meuniers ou des brasseurs, notamment des grandes marques internationales de bière, sont intéressés. Donc, on vient de nous pousser aussi pour qu'ils puissent communiquer sur la neutralité carbone de leurs produits in fine. Ça veut dire moins de produits phytosanitaires, ça, ce rendement ? Ça veut dire moins de produits phytosanitaires, mais toujours un peu, parce que c'est difficile de s'en passer, une réduction significative. Ça veut dire moins d'engrais aussi. Ça veut dire être plus économe en eau. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on apporte des solutions tous les jours. Et le métier d'InVivo, c'est ça, c'est servir l'agriculture. Par exemple, sur les engrais aujourd'hui, on réfléchit à des engrais verts complètement décarbonés. Il y a des soucis d'approvisionnement sur les engrais. À base de chimie. Mais demain, on peut imaginer des engrais verts fournis à base d'hydrogène
ou d'énergie nouvelle, plutôt que d'utiliser du pétrole ou du gaz. Et donc ça, c'est pour nous une formidable opportunité de relocaliser peut-être cette production en France. Ça participe à la souveraineté de la chaîne alimentaire. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et donc, les questions reviennent. Et c'est peut-être le moment de relocaliser une partie de l'industrie des engrais en France, mais des engrais verts, des engrais qui positionnent l'agriculture française comme une agriculture verte demain et compétitive. Et ça, c'est un enjeu. Voilà, dans le plan 2030, c'est l'enjeu. Là-dessus, pas de difficulté pour persuader le gouvernement, on est d'accord. Non. Mais difficulté pour persuader les agriculteurs, les paysans qui n'étaient pas sur ce modèle-là depuis 6 décennies. Pas vraiment, parce que vous savez, les agriculteurs sont profondément tournés vers l'évolution du monde. Hein. C'est vraiment une corporation qui a changé, qui s'est révolutionnée, qui avait ses habitudes phytosanitaires. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut changer le mode de production, mais aujourd'hui vous avez des agriculteurs de nouvelle génération et même des anciens qui intègrent complètement les nouvelles technologies et qui sont fiers d'avoir une agriculture durable. Nous, c'est produire plus, mieux et durable. Ça veut dire ça. Ça veut dire cette nouvelle agriculture de précision, avec moins d'intrants chimiques, économe en eau, qui préserve la qualité et la biodiversité des sols et qui devient une solution au réchauffement climatique. Ça sera durable. Dernière question, je voudrais avoir votre avis sur les prochaines campagnes là, de récolte et donc de fourniture aux pays qui en ont besoin de céréales. Vous êtes optimiste ou on risque encore d'avoir des difficultés ? Alors sur l'Ukraine, on sait qu'on a une baisse de potentiel de production de 30% pour les prochaines campagnes. Alors, potentiel russe est là. Est-ce que les Russes pourront exporter leurs céréales ? C'est tout le sujet mondialement. Nous, en tout cas, on pousse à utiliser le plein potentiel de la ferme Europe. Donc, vous savez, on a libéré des achères, on a une dérogation pour produire, augmenter nos volumes. Donc, je pense qu'on pourra compenser, comme on l'a fait, le manque d'approvisionnement, le manque de stockage en Ukraine. Donc, vous êtes plutôt optimiste ? Moi, je suis optimiste aujourd'hui, oui. Après, c'est le prix. Donc, il faut qu'on reste sur des prix qui soient cher aujourd'hui, mais enfin qu'on continue à tenir ces prix-là, parce que plus cher, ça serait difficile et il y aurait des impacts considérables sur l'inflation et donc le pouvoir d'achat mondial. Merci beaucoup Thierry Blandinière pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, nos podcasts et bien sûr sur france24.com. Au revoir.